Laurent Thirouin, la condamnation du théâtre par Port-Royal peut paraître d'autant plus surprenante ou incompréhensible qu'ils s'en prennent à Racine, qu'ils ont formé, à Corneille, et non pas à Molière, dont on vient d'entendre un extrait, un extrait du Don Juan qui semble prôner un discours libertin, sur lequel Molière reste assez ambigu, on ne sait pas s'il y adhère ou pas. Ici, on a un contenu qui est moralement condamnable, mais sur lequel Port-Royal ne dit rien, ne prend aucune position. Ce qui n'est pas le cas ici, on peut distinguer par exemple de Rochemont, qui lui a condamné Don Juan au nom du comportement justement de ce personnage-là, et donc soi-disant d'une forme d'attitude qui serait libertine. Alors comment comprendre ce silence de Port-Royal sur des comédies telles que celle de Molière? Oui, on pourrait évoquer encore une fois une méchanceté de Racine qui, dans ses lettres, mais dans une qui n'a pas été publiée, qu'on l'a empêché de publier, qu'on l'a dissuadé de publier, explique que les gens de Port-Royal étaient assez contents de Tartuffe parce qu'ils pensaient que c'était les jésuites qui étaient joués sous Tartuffe, et donc qui trouvaient un certain plaisir à voir la comédie de Molière. Alors pourquoi Port-Royal? Pourquoi le traité de la comédie de Nicole ne s'exprime pas, ne mentionne jamais Molière, ne s'attaque pas à Molière? Conti, l'ancien protecteur de Molière, lui s'attaque à Molière. Mais Port-Royal ne le fait pas. Alors peut-être qu'il y a un petit problème de chronologie. Peut-être que le traité de la comédie de Nicole a été écrit un petit peu avant la grande carrière de Molière. Mais c'est pas l'essentiel en fait. L'essentiel, c'est qu'il s'attaque aux pièces les plus religieuses. Il s'attaque beaucoup à Corneille, parce que Corneille est un auteur très chrétien, et qu'ils veulent absolument montrer qu'il n'est pas possible d'être un auteur chrétien. Donc ils s'en prennent énormément à la deuxième pièce chrétienne de Corneille, celle qui est moins connue que Polyeucte, qui est Théodore, qui a été un échec. Quant à la critique que vous évoquiez, celle de Rochemont, elle est intéressante. On ne sait pas trop qui est ce Béat Sieur de R, ou qui s'appelle à un autre endroit Rochemont, mais moi, il me semble, comme vous, que ça ne peut pas être quelqu'un de Port-Royal, à cause de cette différence qui est faite, qu'il fait, lui, entre les idées et les impressions. Il dit Molière est détestable parce qu'il a donné, avec Sganarelle, avec Don Juan, il a donné des idées de l'athéisme sans en enlever les impressions. Donc, il pense, cet ennemi de Molière, que l'on peut très bien mettre en scène un athée pour le donner à détester, sans que ça fasse des impressions d'athéisme. Il faut bien voir que le terme d'impression est extrêmement important dans la polémique antithéâtrale de cette époque. C'est un terme, en fait, métaphorique. Imprimer, c'est laisser une marque sur quelqu'un. Donc, il y a une sorte de logique entre un acteur qui exprime et un spectateur qui reçoit des impressions. Pour Port-Royal, dès qu'il y a théâtre, il y a impression. L'idée qu'on pourrait présenter des idées qui ne fassent pas impression quand elles sont théâtrales est une idée qu'eux appellent purement métaphysique. C'est-à-dire qu'une idée qui n'a pas de correspondance dans le réel. Donc, de ce point de vue-là, il n'y avait pas de bonne solution. Et ce que suggère cet ennemi de Molière qui se fait appeler Rochemont ne peut pas être une suggestion émanant de Port-Royal. Mais ce que vous dites, c'est que la condamnation de Port-Royal du théâtre serait plus guidée par un souci de préserver une bonne image de la chrétienté qu'un combat d'ordre moral. Je pense que c'est très peu moral, en fait. C'est ça, et pourtant le traité sur la comédie se trouve dans les essais de morale, sur la morale. Oui, en tout cas, quand on parle de la querelle de la moralité du théâtre, il faut faire attention que dans le cas de Nicole, la part strictement morale des arguments n'est peut-être pas la principale. Alors il y a des arguments que nous on appellerait moraux, qui ne sont pas toujours les plus subtils, des problèmes sur la présence mêlée des hommes et des femmes, sur la place faite à l'amour, des choses qui nous paraissent assez datées. Et puis il y a des remarques qui sont bien plus d'ordre anthropologique ou même d'ordre métaphysique. On a depuis longtemps été sensible à la dimension très platonicienne du discours de Nicole. Et donc le théâtre est une sorte de caverne ou d'hyper-caverne. C'est-à-dire que dans la caverne, on a que des représentations. Dans la caverne platonicienne, on a que des représentations du réel. Mais au théâtre, on a une représentation de la caverne. Donc on a une sorte de caverne au second degré. On est éloigné de 2 degrés supplémentaires de la réalité. Voilà. Mais alors, allez-y, vous voulez dire... Oui, je vais dire un petit passage souvent cité pour sa tonalité platonicienne. Donc ça vient du traité de la comédie de Nicole.
si toutes les choses temporelles ne sont que des figures et des ombres sans solidité, on peut dire que les comédies sont les ombres des ombres et les figures des figures, puisque ce ne sont que de vaines images des choses temporelles et souvent de choses fausses. Et Nicole parle de fantômes. Il parlait déjà du vain fantôme que l'homme se faisait de lui-même lorsqu'il essayait de penser à lui. Donc c'est le lieu précis des fantômes. Mais alors dans ce cas, revenons-y quand même, que reproche-t-il à Racine, hormis le fait qu'il peut-être qu'il se serve de fantômes pour dire la vérité? Le contenu des pièces de Racine est assez fidèle à ce que prône Port-Royal par ailleurs. Sa conception augustinienne de l'homme est tout à fait frappante, et le conflit entre la liberté et la grâce y est présent dans l'extrait de Britannicus qu'on a entendu en ouverture d'émission. Quel est le problème? Pourquoi Nicole s'en prend-il précisément à Racine? Je crois que c'est plutôt l'inverse, c'est Racine qui s'en est pris à Nicole. Mais Racine, le texte que j'ai lu est une réponse à l'auteur des hérésies imaginaires qu'avait rédigé Nicole. Nicole, en fait, s'était trouvé dans la situation d'attaquer un ennemi de Port-Royal, ou de répondre à un ennemi de Port-Royal, qui est Desmarets de Saint-Sorlin. Desmarets de Saint-Sorlin est guère connu aujourd'hui. Il était assez connu au XVIIe siècle. C'est un personnage intéressant. Il avait écrit une pièce, une comédie, qui a eu beaucoup de succès, qui est une sorte de galerie de délirants, et qu'il avait appelé Les Visionnaires, intitulé Les Visionnaires, visionnaire ayant au XVIIe le sens un peu de délirant. Et pour s'attaquer à Desmarets de Saint-Sorlin, Nicole rappelle que Desmarets de Saint-Sorlin, dans son jeune âge, avait été auteur de théâtre. Ce n'était donc pas une très très bonne recommandation. Et c'est là que Racine prend feu, il saisit la balle au bond, en disant « Pourquoi vous attaquez les auteurs de théâtre? Réglez vos comptes avec Desmarets de Saint-Sorlin et ne mettez pas toute la profession contre vous. » Et ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est qu'on a aussi les réponses de Desmarets de Saint-Sorlin. Mais Desmarets de Saint-Sorlin accepte tout à fait la condamnation. Il dit « Oui, mais c'était quand j'étais jeune, j'ai arrêté de faire du théâtre. » Donc il ne prend pas du tout la défense du théâtre. Alors que Racine a saisi l'occasion pour s'affirmer, pour devenir, alors qu'il n'était pas encore une personne très connue, une sorte de porte-parole du théâtre. Donc c'est plutôt Racine qui a voulu s'attaquer à Port-Royal. Et après, je crois que ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point le théâtre de Racine est vraiment habité de l'intérieur par la théologie et l'anthropologie qui sont celles d'Augustin et de Port-Royal, de Saint-Augustin et de Port-Royal. Et là, on le dit depuis longtemps, on ne l'a pas toujours dit bien, ou on a fait des rapprochements qui étaient des rapprochements un peu sommaires. Alors, il y en a un qui est savoureux, qui est historique, c'est l'histoire de Phèdre, qui serait un juste à qui la grâce a manqué. Alors tout le monde connaît cette formule qui traîne encore dans les manuels. On ne sait pas toujours de qui elle est. Originellement, elle est de Voltaire. C'est Voltaire, dans une lettre à un Italien, traducteur de pièces de théâtre, qui évoque les faux procès qu'on a fait à Phèdre et à Racine pour dire à quel point les gens sont méchants, qu'on est même allé jusqu'à accuser Phèdre d'être une pièce de janséniste, Phèdre étant un juste à qui la grâce a manqué, c'est-à-dire une sorte d'image de Saint-Pierre, puisque dans la polémique autour de Port-Royal, il y avait la question de savoir si Saint-Pierre, qui est un juste, quand il trahit le Christ, n'est pas un juste privé de la grâce. Donc Phèdre serait pareil. Ça serait une juste, mais qui, venant à manquer de la grâce, se comporte d'une façon détestable et provoque la mort de son beau-fils. Voilà. Mais cette thèse, c'est une thèse ridicule. En tout cas, pour Voltaire, c'est une thèse ridicule. Et je crois qu'en plus, c'est une thèse ridicule. Car ça laisse à penser que ce qui fait la marque de Port-Royal dans le théâtre de Racine, ça serait la fatalité. Bon, en réalité, il me semble que c'est un faux sens. La fatalité a très peu de place dans le théâtre de Racine. Et je dirais même l'inverse. C'est le peu de place de la fatalité dans le théâtre de Racine qui est la marque de Port-Royal. Car quand on parle de fatalité, généralement, on fait l'assimilation entre la grâce efficace, théologique, la grâce augustinienne, et la fatalité. Si la grâce est efficace, elle s'impose à l'homme en dépit de l'homme, malgré lui. Or, théologiquement parlant, et ça c'est un point qui est peut-être un peu subtil, un petit peu difficile pour nous à expliquer, mais qui est crucial à Port-Royal, la grâce efficace n'est en aucune sorte une grâce nécessitante. C'est-à-dire que la grâce efficace, c'est Dieu qui fait à l'homme le don de sa grâce, mais il n'entrave pas, ce faisant, la liberté humaine.
Voilà, exactement. Et mieux que cela, la grâce efficace est celle qui permet à l'homme d'advenir à la liberté. Elle est la marque même, elle restaure la liberté. Ce qu'on entendait en fait dans le passage tout à l'heure, le passage de Britannicus, qui est admirable de ce point de vue-là, car on voit un débat entre deux conceptions de la liberté. La conception de Burrus, le bon conseiller, qui dit à Néron, c'est à vous à choisir, vous êtes encore maître. Vous pouvez encore infléchir votre destin. Et puis, dans la scène suivante, c'est le mauvais conseiller, Narcisse, alors là on n'a pas entendu le passage, mais qui répond à Burrus, en l'absence de Burrus, qui lui dit est-ce à vous de prêter l'oreille à leur discours, de vos propres désirs perdrez-vous la mémoire? Et à cette phrase magnifique, si vous tuez Britannicus, eh bien, vous seriez libre alors. Vous seriez libre, et là c'est un Narcisse serpentin, hein, c'est le Narcisse de la Genèse, qui dit faites cela et vous serez libre. Alors qu'en fait, si Néron tue Britannicus, il perd la liberté. Donc il n'y a pas de fatalité qui pèse sur Néron. Le véritable problème de Britannicus, c'est Néron deviendra-t-il ou ne deviendra-t-il pas libre? Et si je peux me permettre de citer encore un passage qui, moi, me bouleverse chaque fois que je le lis, qui est la conclusion de la pièce. Après que le meurtre a eu lieu, après que Britannicus a été tué, Burrus revient une dernière fois, consterné, et rapporte la scène de l'assassinat dans le banquet. Et Néron l'a vu mourir sans changer de couleur. Ses yeux indifférents ont déjà la constance d'un tyran dans le crime endurci dès l'enfance. Donc il est déjà endurci, c'est-à-dire que en un quart d'heure, cet homme libre est devenu un homme totalement prisonnier. Il a perdu sa liberté.